Bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance. Donc, cette séance qui est dédiée au sommeil en environnement extrême. Donc, les sommeils dans des conditions extrêmes nous apprend beaucoup sur la physiologie du sommeil, sur la physiopathologie. Donc, c'est sûr que ça va être une séance très riche et très variée parce qu'on va parler de différents sujets, donc haute altitude, température, lumière, les sommeils aux soins intensifs. Donc, si vous êtes d'accord, on va débuter cette séance, donc avec les premiers intervenants. Et donc, pour la première communication, on a le plaisir d'avoir Samuel Vergès, qui est le responsable du programme scientifique Expédition 5300, qui vise à étudier les mécanismes d'adaptation à la vie en très haute altitude, dans la plus haute ville du monde, et qui va nous parler de l'impact de l'altitude sur le sommeil. Bonjour à tous, merci pour la présentation, merci pour l'initiative de ce symposium et pour l'introduction. Et donc je vous parlerai presque pas du Pérou et de la ville la plus haute du monde. Voilà, c'est la première information, je suis désolé. Je parlerai de choses un peu plus générales, donc sur la question du sommeil en altitude. Alors j'ai aucun lien d'intérêt à déclarer, si ce n'est peut-être de voir avec vous dans les 15 minutes qui suivent s'il y aurait une solution pour que je dorme mieux lorsque je suis en mission en altitude. On en reparlera. Alors de quoi on parle lorsque l'on parle de l'environnement d'altitude? C'est finalement assez divers. Lorsque vous prévoyez des vacances à Noël dans une station de ski, vous êtes déjà en altitude. Lorsque vous prenez aussi un avion, un transatlantique, pour traverser l'Atlantique, aller par exemple aux US, eh bien vous êtes en altitude. Et tout ça va avoir des effets qui peuvent être significatifs, par exemple sur le cerveau, c'est ce qui est indiqué ici. Autour de 4000 mètres, on a rapidement des altérations psychomotrices assez fines, mais quand même significatives, des altérations de la mémoire. Les alpinistes, les himalayistes, autour de 7000, 8000, rapportent très souvent des hallucinations. Donc c'est vraiment un indicateur des perturbations cérébrales fortes. Et ça, c'est chez des personnes qui sont montées progressivement en altitude. Mais si, lors d'un vol, encore une fois, à très haute altitude, il y a un problème de pression dans la cabine et que vous êtes directement exposé à plus de 8000 mètres d'altitude, là, vous allez perdre conscience. Donc en fait, ce que montre cette diapositive, c'est que lorsque l'on parle de l'environnement d'altitude, les effets physiologiques ou pathophysiologiques que l'on va avoir vont dépendre du niveau d'altitude, bien sûr, mais aussi de la vitesse à laquelle on est monté en altitude et aussi du temps qu'on va y passer. Et donc c'est tout ça qui va potentiellement altérer notre sommeil. Alors dormir en haute altitude, pourquoi, quelle idée? Pourquoi on dormirait en haute altitude? Eh bien, que ce soit, voyez à gauche, lors d'une ascension du Mont Blanc, que ce soit en Himalaya, un camp de base, ou en Amérique du Sud, dans des très grosses villes de haute altitude, vous allez pouvoir être amené à dormir en altitude, dans des conditions assez différentes, dans un refuge, sous tente ou dans une pension, je dirais, de haute altitude. Le point commun quand même, globalement, de toutes ces nuits passées en haute altitude, c'est qu'on dort pas très très bien. En tout cas, c'est en termes de qualité du sommeil perçu en altitude, lorsque l'on s'y intéresse de façon relativement systématique, que ce soit une première nuit, voyez, à 3500 mètres, une première nuit à 3700 mètres, donc de personnes qui voyagent de plaine en altitude, eh bien, on a une grande partie des personnes qui rapportent un sommeil perturbé, de l'insomnie avec différents scores. Donc globalement, il est bien accepté que le sommeil est perturbé d'un point de vue de la qualité perçue en altitude. Alors des fois, on raccroche cela au fait que le matelas n'est pas très confortable, qu'on a peur de l'ascension du lendemain, etc. Mais en fait, objectivement, lorsque l'on mesure, par exemple, la structure du sommeil, on a réellement un sommeil qui est modifié avec, vous voyez ici, un hypnogramme classique, un enregistrement de plaine classique. Et ce que vous allez pouvoir avoir en altitude significative, là, à plus de 4000 mètres d'altitude, vous allez avoir une modification forte de la structure du sommeil, avec, vous voyez, du sommeil profond qui devient quasiment absent, et puis des micro-éveils. Donc ça, c'est une modification classique de la structure du sommeil en altitude. Et globalement, ce qui est accepté, c'est ce qui est résumé ici. C'est qu'on a globalement une efficacité du sommeil. Donc vous voyez le temps d'éveil sur le temps total au lit qui est significativement augmenté en altitude. On a également une réduction des phases de sommeil profondes, une augmentation à l'inverse des phases de sommeil lent, léger, et puis une augmentation des micro-éveils, on va le voir, c'est ce qui est indiqué ici par les zones assurées. Alors d'un point de vue de l'oxygénation, que se passe-t-il si on regarde en détail au cours de ces nuits en haute altitude
Que se passe-t-il donc sur l'ensemble d'une nuit, avec ici une oxymétrie donc normale, en pleine, chez un sujet sain bien sûr, et un même enregistrement chez le même sujet en altitude. Qu'est-ce que l'on va voir? Eh bien, c'est que la nuit déjà est associée à une plus grande désoxygénation en altitude par rapport à l'éveil. C'est-à-dire que si à une altitude donnée, vous êtes à 90 de saturation artérielle en oxygène à l'éveil, vous allez dormir plutôt aux alentours de 85% en moyenne durant toute la nuit. Donc c'est ce que vous voyez ici, cette chute en début de nuit et puis une phase pendant la nuit plus basse qu'à l'éveil. Et puis également ce que vous voyez, c'est ces oscillations que vous reconnaissez ici tout au long de la nuit qui indiquent donc des phases de désoxygénation, réoxygénation répétées qui sont caractéristiques de ces nuits en altitude. Alors pour aller un petit peu plus loin du coup, des enregistrements du sommeil complet, je dirais, ont été faits. Voici un des premiers enregistrements publiés, vous voyez, dans les années 1900. Et ce qui est observé, c'est ça. Donc, vous reconnaissez typiquement une indication de respiration périodique au cours du sommeil en altitude, avec ici donc des moyens assez basiques à l'époque. Et puis, lorsque vous réalisez une polysomnographie complète, vous aurez ce genre d'enregistrement. Encore une fois, chez un sujet sain, initialement en pleine, qui est ici enregistré à 5000 mètres d'altitude. Et donc là, on reconnaît des phases bien claires d'apnée, hypopnée très fréquentes, avec des oscillations de la saturation artérielle en oxygène associée. Donc pourquoi cette respiration périodique prononcée? On va voir tout à l'heure des niveaux d'apnée-hypopnée, d'index d'apnée-hypopnée en altitude. Pourquoi? Eh bien, l'altitude, vous l'avez compris, c'est associé à un environnement hypoxique, à une hypoxémie. Cette hypoxémie, elle va induire par nos chémorécepteurs une hyperventilation. Et cette hyperventilation, elle va à son tour induire une hypocapnie. Et cette hypocapnie, vous comprenez qu'elle va, elle, être un frein ventilatoire et induire une hypoventilation, ralentir la respiration. Mais cette ventilation qui va être freinée en altitude, elle va du coup accentuer l'hypoxie qui, à son tour, va réinduire une hyperventilation, etc. Donc on va osciller au niveau des centres respiratoires entre la prise en compte de l'hypoxémie et de l'hypocapnie, et ceci va induire des phases d'hyperventilation et hypoventilation répétées. Alors, s'il y a des fans de contrôle respiratoire parmi vous, vous pouvez vous pencher sur le contrôle respiratoire, en particulier pendant le sommeil en altitude. Il y a du grain à moudre, je dirais, mais vous verrez que les réponses ventilatoires, la sensibilité respiratoire est augmentée en altitude, en particulier au CO2, qu'on a des modifications du seuil apnéique, de l'équilibre acido-basique, des réponses cérébrovasculaires, et tout ça fait qu'on est dans une phase globalement d'instabilité respiratoire qui contribue donc à cette respiration périodique de haute altitude que je vous ai montré juste avant. Alors, pour élargir le débat concernant l'altitude, vous savez sans doute peut-être que lorsque l'on monte globalement trop vite en altitude, on peut tomber malade, on peut développer ce que l'on appelle un mal aigu des montagnes, c'est donc un syndrome qui est caractérisé par ces différents symptômes, mal de tête, etc., qui est scoré par une sévérité de ces différents symptômes, y compris sur la qualité du sommeil, et donc selon le score total obtenu, on va diagnostiquer un mal aigu des montagnes, modéré, sévère, qui peut, dans certains cas, dégénérer, je dirais, dans un œdème cérébral, en particulier de haute altitude, qui peut être très sérieux. Donc ça, c'est le contexte de l'intolérance à l'altitude, ou disons du défaut d'acclimatation. Et c'est vrai qu'originellement, on considérait qu'un sommeil altéré était une marque de défaut d'acclimatation. Donc qu'en est-il? Est-ce qu'un sommeil altéré est en fait lié à une mauvaise acclimatation à l'altitude? On retrouve ici nos hypnogrammes de plaine, normal, encore une fois, on est chez les sujets sains de plaine. Première nuit à 4500 mètres et troisième nuit à 4500 mètres. Donc vous retrouvez ici sur ce premier enregistrement d'une première nuit à 4500 mètres les effets dont je vous ai parlé tout à l'heure, une disparition du sommeil profond, des micro-éveils, donc un sommeil sérieusement déstructuré. Et puis lors de la 13e nuit, vous verrez que vous voyez ici que les choses se normalisent en termes de structure du sommeil, avec de nouveau du sommeil profond, tout ça donc après 3 nuits d'acclimatation, donc plutôt un signe que le sommeil s'améliore, je dirais, lors d'un séjour prolongé en haute altitude, pour ce qui est de la structure du sommeil. Mais si on regarde les événements respiratoires, ici, d'apnée-hypopnée, l'index d'apnée-hypopnée, ici en gris, lors de la première nuit, ces sujets sains arrivaient dans ce refuge et avaient un IH de l'ordre de 60, vous voyez donc les niveaux de désordre respiratoire nocturne que l'on a. Ils rapportaient un score de mal des montagnes assez élevé, donc ils étaient clairement malades, ils étaient dans une phase d'intolérance. À la 3e nuit, je vous rappelle, la 3e nuit, elle est là,
elle a retrouvé une structure plus normale, mais en fait, en termes d'événements respiratoires, non seulement il n'y a pas moins d'événements respiratoires, mais il y a même encore plus d'apnée-hypopnée durant cette troisième nuit. Ce qui évolue ici dans les petites barres blanches, c'est les micro-éveils. On a des micro-éveils beaucoup plus fréquents lors de la première nuit, probablement associés donc à ces événements respiratoires. Et par contre, la troisième nuit, alors qu'on a une augmentation des événements respiratoires, on a une réduction des micro-éveils, qui rejoint donc la structuration du sommeil plus normale lors de cette troisième nuit. Mais vous voyez, donc on a une dissociation intéressante entre le fait que les événements respiratoires continuent d'être présents après 3 nuits en altitude, que la personne est moins malade, entre guillemets, moins d'intolérance à l'altitude, qu'elle a moins de micro-éveils, mais malgré tout, on garde cette respiration périodique au bout de 3 nuits. Alors, est-ce qu'au bout de 10 nuits, 1 semaine, 2 semaines, tout ceci va se poursuivre? Eh bien là, je fais appel à des travaux de notre présentatrice suivante, que vous entendrez tout à l'heure, Nathalie, avec une étude qui a été faite dans un contexte particulier d'exposition à l'altitude de sujets initialement sains qui doivent résider 1 an à des fins de recherche dans une base qui sont exposés donc pendant 1 an en continu à 3800 mètres d'altitude. Ce que je vous propose de regarder, c'est leur IAH ici, lors de la première partie, deuxième, troisième, quatrième partie de cette année passée en altitude. Donc des sujets, encore une fois, initialement sains, qui vont passer 1 an avec un IAH très très élevé, et ceci alors même que bien sûr en plaine ils n'avaient pas d'apnée du sommeil et qu'au bout de plusieurs mois d'acclimatation, ils ne sont plus du tout en condition de mal aigu des montagnes. Donc on a vraiment une persistance de cette déstructuration du sommeil, ou en tout cas de ces événements respiratoires, lors d'un séjour prolongé en altitude. Alors malgré tout, du coup, est-ce que ces perturbations du sommeil sont associées ou pas à une intolérance à l'altitude? Une manière d'y répondre que l'on a conduite dans notre laboratoire, ça a été de comparer des sujets sensibles au mal aigu des montagnes, c'est-à-dire des personnes qui se sont rendues en altitude et qui, assez souvent, voire systématiquement, présentent ce mal aigu des montagnes, et puis des personnes qui, elles, dans les mêmes conditions, n'ont pas présenté de mal aigu des montagnes, donc des personnes sensibles ou pas au mal ou intolérants, je dirais, à l'altitude ou tolérants. Et on les a tous fait dormir 1 nuit à 3000 mètres d'altitude, et on a donc réalisé un certain nombre d'enregistrements classiques, polysomnographiques. Voilà ici les enregistrements de SPO2 nocturne. Qu'est-ce que vous voyez en 2 mots? Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'oscillations nocturnes chez les tolérants, chez ceux qui ne présentent pas forcément de mal aigu des montagnes, beaucoup moins d'oscillations donc chez ces intolérants à l'altitude, et que par contre ces intolérants à l'altitude, ils ont, on le voit, une courbe qui est plutôt plus abaissée que ces tolérants, donc ils désaturent plus pendant la nuit que les tolérants. Et lorsque l'on regarde leurs index d'apnée-hypopnée, eh bien ce sont les tolérants à l'altitude qui finalement font plus d'apnée nocturne et d'hypopnée que les intolérants. Et concernant ces niveaux de désoxygénation nocturne, lorsque l'on compare en gris les bons tolérants à l'altitude, on voit que leur répartition de SPO2 nocturne est dans des zones de SPO2 plus élevées que la SPO2 nocturne des patients qui étaient plus sensibles à l'altitude. Et ceci est probablement lié au fait que lorsque l'on a mesuré les réponses ventilatoires hypercapniques et hypoxiques de ces sujets, eh bien, les patients résistants, je dirais, à l'altitude, qui présentaient, je vous rappelle, plus de perturbations respiratoires nocturnes, présentaient également des réponses ventilatoires plus fortes, plus brusques, que ce soit à l'hypercapnie ou à l'hypoxie, ce qui à la fois probablement déséquilibrait leur respiration au cours de la nuit, mais également les protégeait contre la survenue de ces symptômes de mal aigu des montagnes. Donc clairement, les perturbations du sommeil ne sont pas liées à une intolérance à l'altitude, même on pourrait suggérer que parfois un sommeil très périodique en altitude est plutôt indicateur d'une réponse ventilatoire forte et peut-être plutôt protectrice chez les personnes concernées. 2 mots sur, puisque dans le congrès du sommeil, on traite souvent de patients, bien sûr, 2 mots sur les patients qui peuvent se rendre en altitude. Après ce que je vous ai dit, vous pouvez vous dire, mais alors moi, mon patient qui est déjà en plaine présente des apnées éventuellement obstructives du sommeil, qu'est-ce qui va se passer si je l'envoie en altitude? Ici, on a un exemple donc de patient apnéique obstructif, mesuré, évalué en plaine lors de 2 nuits consécutives à 1800 mètres d'altitude et 2 nuits à 2600 mètres d'altitude. Et vous avez ici leur index d'apnée obstructive et d'apnée centrale. Donc là, bien sûr, non traité en plaine, vous avez des patients, vous voyez, qui ont quasiment 40 événements obstructifs par heure. Et puis, vous voyez que lorsqu'ils montent en altitude, eh bien, ils gardent leurs événements obstructifs.
Mais ce que l'on voit apparaître, contrairement à la plaine en altitude, c'est la survenue d'événements centraux, donc qui se rajoutent à ces événements obstructifs. Donc on a des patients qui présentaient un SAOS en plaine, qui présentent en plus des événements centraux et donc des index totaux, des IH très très élevés en altitude. On pourra reparler, si vous voulez, de la prise en charge de ça éventuellement. Pour ce qui est des patients BPCO, envoyer un patient BPCO en altitude, alors déjà vous pourrez vous dire dans quel cadre, mais ça peut arriver avec des altitudes, vous voyez ici, de l'ordre de 2600 mètres d'altitude, un séjour, des vacances, ça peut arriver. Et bien de nouveau, vous voyez ici, sur les courbes non assurées, les événements centraux et obstructifs en plaine ou à 500 mètres d'altitude. Et vous voyez que déjà à 1600 mètres et encore plus à 2600 mètres d'altitude, il y a une forte augmentation des événements centraux. Donc on va avoir des patients BPCO qui, eux aussi, en fait, comme nous, vont développer des événements centraux au cours de leur nuit en altitude, avec un index de micro-éveil également respiratoire qui va augmenter en particulier autour de 2500 mètres d'altitude. Et peut-être vous posez la question de leur niveau d'hypoxémie nocturne. Donc chez les patients qui, voyez là, étaient de GOLD 2-3, qui dormaient autour de 92-93% de SPO2 à 500 mètres d'altitude, et bien forcément, oui, ils vont dormir avec une désaturation plus prononcée, ici à 1600 mètres, et ici autour de 85% à 2600 mètres d'altitude. Si vous êtes un sujet 5, vous dormez en altitude, vous aussi, vous allez désaturer pendant la nuit, eux aussi, mais en partant d'un niveau qui est déjà légèrement altéré en plaine. Alors, on a parlé tout à l'heure rapidement des habitants de haute altitude. Donc, c'est vrai que nous, c'est une thématique qui nous intéresse comme, je dirais, le bout du spectre de l'adaptation humaine à cet environnement d'altitude, avec ces habitants qui sont natifs de haute altitude depuis des milliers d'années. Qu'en est-il, eux, de leur sommeil? Donc, on conduit en effet un projet dans la ville la plus haute du monde qui s'appelle Expédition 5300 au Pérou. Vous avez ici, en quelques mots, l'IH de Péruviens de plaine, sains, de Péruviens qui habitent sur l'altiplano, donc autour de 4000 mètres d'altitude, et puis l'IH de personnes qui habitent en permanence à plus de 5000 mètres d'altitude, dans cette ville ici que vous voyez la plus haute du monde. Et bien là, un peu contrairement à ce que l'on avait imaginé, vous n'avez pas forcément beaucoup d'événements respiratoires, beaucoup plus, même pas plus d'événements respiratoires, c'est ces populations de haute altitude qu'en plaine. Éventuellement un tout petit peu plus d'événements centraux, mais beaucoup moins que nous, et je vous parle en connaissance de cause lorsque l'on habite dans leur cabane. Par contre, c'est vrai qu'ils sont déjà à des niveaux de saturation artérielle, vous voyez, très bas. À l'éveil, ils sont autour de 80%, donc ils passent des nuits autour de 75% de saturation. Donc ici, vous avez 3 groupes d'habitants de la Rinconada, donc cette fameuse ville, sans intolérance à l'altitude ou avec intolérance à l'altitude, parce qu'ils ont aussi leur intolérance à l'altitude. Et ce qui apparaît, c'est qu'ils ont quand même des oscillations de SPO2 nocturne, comme vous voyez ici avec un index de désoxygénation, est plutôt plus prononcé chez les habitants de cette ville qui présentent leur intolérance à l'altitude. Donc à la fois en termes d'événements respiratoires, c'est pas très flagrant la situation de ces habitants de très haute altitude, mais clairement on voit que les patients qui présentent donc cette intolérance à l'altitude dans cette ville la plus haute du monde sont aussi des personnes qui présentent une plus grosse désaturation nocturne. Bien sûr, ce n'est pas les patients que vous allez voir tous les jours, mais je voulais vous en dire un mot quand même. Alors pour résumer, on a vu que l'exposition à l'altitude induit des modifications profondes du sommeil et du contrôle respiratoire avec ce pattern de respiration périodique. On a vu que les perturbations du sommeil s'accentuent avec le niveau d'altitude également. Plus vous allez monter haut, plus vous allez avoir un sommeil perturbé. Par contre, que ces perturbations du sommeil vont persister en grande partie avec le temps passé en altitude. 1 semaine de vacances, 2 semaines de vacances, les nuits vont peut-être pas toujours être jusqu'au bout très, très agréables. Par contre, c'est pas parce que vous dormez difficilement en altitude que vous développez une intolérance à l'altitude, un mal des montagnes forcément. On a vu aussi que des patients respiratoires peuvent se rendre en altitude, que eux aussi vont avoir un sommeil perturbé et donc éventuellement être plus hypoxémiques la nuit. Et puis ce qu'on n'a pas vu, mais que je vais vous dire en 2 lignes, c'est qu'on peut se poser la question d'intervention, de prise en charge de ces perturbations du sommeil nocturne. Alors chez un sujet sain qui monte en altitude, y compris d'un point de vue éthique, est-ce qu'il est nécessaire de traiter les effets de l'altitude? Pas forcément, mais si pour une personne qui, pour une raison ou une autre, serait à risque, on peut, ou dans certaines conditions de montée très haut, très rapide, en très haute altitude, on peut utiliser certaines interventions médicamenteuses, je dirais, alors de l'oxygène bien sûr, mais c'est lourd à organiser, l'acétazolamide et une prise en charge classique ou de prévention du mal des montagnes et fonctionne bien dans la stabilisation respiratoire nocturne.
Et puis il y a quelques propositions non médicamenteuses avec de la ventilation avec espace mort ou pression expiratoire positive. Merci à l'ensemble de mes collègues de Grenoble et d'ailleurs qui travaillent avec nous sur ces thématiques d'altitude et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup Samuel, c'est vraiment passionnant. C'est sûr qu'il y a des questions dans la salle. Je rappelle aussi qu'il y a la possibilité de poser des questions online pour les participants qui sont à distance. Donc s'il y a des questions, on a 2 minutes. Là, je vois qu'il y a une question. Raphaël Heinzer. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Vous avez montré que ceux qui ont plus d'apnée du sommeil avaient moins de mal aigu des montagnes. Est-ce qu'à votre avis, cette respiration périodique a un avantage en tant que tel? Est-ce qu'on dépense moins d'énergie? Est-ce que peut-être l'oxygénation serait meilleure en respirant de manière périodique qu'en n'ayant pas pour finir cette respiration? Oui, merci. C'est vrai qu'on est arrivé d'une conception, d'une croyance où, comme je vous l'ai montré, le diagnostic du mal des montagnes incluait le fait de mal dormir, je dirais. Et aujourd'hui, on a mis à jour ces recommandations, on a extrait du questionnaire de mal des montagnes cette question sur le sommeil, parce qu'on ne pense plus que le fait d'avoir un sommeil perturbé est lié à une intolérance à l'altitude. Et je vous ai même montré des résultats un peu provocateurs qui montrent même que ceux qui tolèrent le mieux l'altitude sont peut-être des gens qui ont un sommeil plus perturbé, avec plus d'événements respiratoires, plus d'oscillations associées, comme je vous l'ai montré, à une réponse ventilatoire plus élevée. Et donc cette réponse ventilatoire plus élevée, certes, elle induit une instabilité nocturne, mais lorsqu'on regarde la saturation en oxygène moyenne pendant la nuit, grâce à ces reprises ventilatoires, certes brusques, mais grâce à ces reprises ventilatoires, le niveau d'oxygénation moyen pendant la nuit de ces patients non sensibles au mal des montagnes et avec beaucoup d'événements respiratoires, l'oxygénation nocturne est meilleure que des patients qui ont une ventilation qui paraît plus stable, mais qui du coup induit une oxygénation moyenne au cours de la nuit plus basse. Et ça, finalement, c'est un élément provocateur important des symptômes de mal des montagnes. Oui, alors sur l'énergie, ça c'est vrai que c'est une question aussi, de savoir quel est le coût de ces reprises ventilatoires, de cette activité respiratoire. On n'a pas de données réellement précises là-dessus, mais c'est une des hypothèses, qu'il puisse y avoir un enjeu énergétique aussi, enfin un impact énergétique de ce type de respiration nocturne, ouais, qui soit favorable peut-être, mais c'est plus difficile à quantifier. Ouais. Encore des questions dans la salle, online? Là-haut, il y en a une. Ouais. Là-haut, il y a une question. Est-ce qu'il y a un effet de l'âge? Je parle des jeunes enfants, des bébés et des personnes âgées. Oui, merci pour la question. Alors c'est vrai que c'est d'actualité pour nous. On rentre d'un mois dans cette ville-là que vous voyez, à travailler sur des enfants de haute altitude. Alors encore une fois, là c'est des natifs, donc c'est différent. Donc je vais plutôt parler des personnes de plaine qui pourraient se rendre en altitude et aux deux spectres de l'âge, entre guillemets. Est-ce que les personnes âgées ou les enfants présenteraient plus ou moins de perturbations du sommeil? Il y a quelques études justement faites en Suisse de comparaison d'enfants et de leurs pères pour voir si les phénomènes de tolérance à l'altitude étaient liés, s'il y avait un aspect donc peut-être génétique. De ces études, sans parler de l'aspect génétique, on ressort que les enfants ont une tolérance à l'altitude qui est globalement comparable aux adultes. Donc il n'y a pas en tout cas de sensibilité plus importante. Après, la question de monter en altitude, en haute altitude des enfants, par exemple de moins de 3 ans, là, elle se pose plutôt pour des raisons de pourquoi prendre entre guillemets, ce risque-là d'aller dans des régions reculées, etc. Mais a priori, il n'y a pas forcément de sensibilité beaucoup plus importante chez l'enfant à l'altitude, dans le sommeil en particulier, l'enfant sain, je parle. Hein. Et puis chez la personne âgée, là aussi sans grosse pathologie, parce que là du coup il y aurait des questions spécifiques selon la pathologie, mais avec l'âge, les réponses globales à l'altitude ne sont pas fondamentalement altérées non plus, ou assez subtilement. Donc, indépendamment de comorbidités qui peuvent exister, l'âge n'est pas forcément non plus un facteur péjoratif sur la tolérance à l'altitude, y compris sur le sommeil. C'est une bonne nouvelle. Dernière question, très rapide s'il vous plaît. Oui, merci. Une question un petit peu basique. Est-ce qu'on connaît bien la physiopathologie pour les maux de tête? Est-ce que c'est plutôt l'œdème? Est-ce que c'est plutôt l'hypoxémie? Et du coup,
est-ce qu'on les traite mieux avec du Diamox ou avec de l'oxygène? Ouais, non, mais c'est une question non pas basique en fait qui est toujours et encore d'actualité. Donc les maux de tête, les céphalées d'altitude, c'est un des symptômes les plus fréquents qui fait d'ailleurs partie du diagnostic de mal aigu des montagnes. Et le phénomène derrière ces céphalées d'altitude, il est encore très discuté. Alors d'un point de vue mécanistique, il y a sans doute des notions de pression intracrânienne, de subœdème cérébral, d'augmentation du volume sanguin cérébral qui induirait donc une augmentation de la pression intracrânienne et qui participerait à ces céphalées. En 2 mots, mais il y a encore beaucoup de discussions autour de ça. Il y a probablement un effet de l'hypoxie sur le fonctionnement neuronal, mais pas forcément en lien avec les céphalées. Par contre, l'impact cognitif est aussi lié sans doute à l'impact de l'hypoxie en lui-même sur le fonctionnement neuronal. Et la prise en charge de tout ça, il y a une prise en charge de la douleur, je dirais, classique. Après, le Diamox, l'acétazolamide, encore une fois, par ses effets sur le niveau d'oxygénation générale, c'est-à-dire que l'hyperventilation qu'il va induire, donc la réhausse du niveau d'hypoxémie, l'amélioration du niveau d'hypoxémie va participer forcément à une amélioration de tous les phénomènes d'intolérance, y compris des céphalées. Donc ça reste toujours une bonne idée d'utiliser l'acétazolamide en situation d'intolérance, dont le mal de tête. Merci Samuel. Merci beaucoup. Et donc pour le prochain exposé, on accueille Fabien Sauvé, qui est médecin physiologiste à l'IRBA et qui va nous parler du sommeil en température extrême. Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation pour pouvoir parler de sommeil et puis de température extrême. Donc, je travaille à l'Institut de recherche médicale des armées et dans l'équipe FIFA-SOM à l'Hôtel-Dieu. Il y a un lien assez intime entre la température et le sommeil, ça va dans les 2 sens, ça sera un peu l'objectif de ma présentation. C'est pas forcément qu'un lien, la température directe sur le sommeil, vous le verrez. Le manque de sommeil, les altérations du sommeil favorisent des effets également sur la tolérance aux températures extrêmes et ça fait un cercle un peu vicieux et on verrait qu'il y a un intérêt pour nos patients à y faire attention. Donc la température varie au cours de la journée et au cours de la nuit, il est classique d'observer des diminutions de la température. C'est lié au fait d'être au repos, immobile, et ça inclut un certain nombre de diminutions de la température, mais ces diminutions de la température participent également à l'organisation du sommeil. On a dans notre cerveau des neurones qui sont des neurones régulateurs, des systèmes qui vont soit produire de la chaleur, soit au contraire dissiper la chaleur et qui sont sensibles aux effets directs de la température sur notre cerveau. Mais ces systèmes de régulation, ils sont également sensibles à des récepteurs cutanés, au chaud ou au froid, qui vont du coup influer sur notre cerveau et du coup induire soit la dissipation de la chaleur, soit la production de chaleur. Donc en fait, finalement, notre cerveau a beaucoup de capteurs de température qui vont agir directement sur lui et participer à la régulation de cette température. Alors, quelle est la température idéale pour dormir, pour le sommeil? On parle souvent de température ambiante pour pouvoir parler de la température idéale, mais ce n'est pas forcément la meilleure approche. En effet, lorsque on met un sujet en t-shirt allongé juste sur un lit, on s'aperçoit que la température idéale pour pouvoir le meilleur sommeil en durée et en qualité, c'est 29 degrés. Parce que ce qui compte, en fait, ce n'est pas la température ambiante, c'est le microclimat, c'est-à-dire la température qui est au contact du sujet, et c'est elle qui va être le plus important. Donc finalement, mettre une climatisation à 18 degrés, comme on lit parfois, si vous êtes en short et t-shirt, vous allez avoir froid et vous ne dormirez pas bien. Et une des façons que vous verrez qu'on en a du coup d'améliorer le sommeil lorsqu'on dort et qu'il fait chaud, c'est tout simplement de retirer la couette qui va du coup augmenter la température au microclimat au contact du sujet. Donc ce qui est important, c'est vraiment cette température au microclimat, et c'est ce qui explique souvent des divergences dans les publications scientifiques, parce qu'en fait, tout tient compte, toutes les publications en fait n'ont pas forcément une norme, et toutes les études de recherche sont souvent faites chez un sujet qui est en sous-vêtements avec juste un drap sur lui, et ce qui n'est pas la façon de dormir classique au quotidien. Alors les environnements chauds, ça c'est au quotidien, les militaires qui sont exposés à des températures extrêmement chaudes, plus de 50 degrés en Afrique avec des tenues et des ports de charge. Mais c'est au-delà de ces conditions extrêmes pour militaires, parfois ils ont tout aussi chaud quand ils sont à Paris. 2020 était l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, que ce soit dans le monde ou à Paris. Il y a une augmentation de façon très importante de la température, avec des pics de température qu'on appelle des canicules, 3 journées successives pendant lesquelles la température ne descend pas en dessous de 28 degrés, est considérée comme une période caniculaire, et ça aura des répercussions sur le sommeil.
les changements brutaux de température vont favoriser une augmentation des troubles du sommeil. On le voit dans différentes études, en particulier au moment de l'été. Ces pics de température au moment de l'été sont responsables d'un certain nombre de troubles du sommeil. On perd, lorsqu'on compare des variations de température entre 20 et 35 degrés, on perd environ 20 minutes de sommeil avec notamment une diminution du sommeil paradoxal, une augmentation de la latence d'endormissement, une augmentation du sommeil lent léger et puis une augmentation des éveils nocturnes. Voilà, je vous présente ici des résultats dans le laboratoire où on a fait dormir des sujets en short t-shirt, juste un drap, à 22 degrés et 32 degrés. Et on s'aperçoit qu'à 32 degrés, vous allez augmenter pendant pratiquement toute la nuit la proportion de sommeil de stade 1 et puis diminuer notamment en début de nuit le sommeil lent profond et augmenter tout au long de la nuit la durée des éveils nocturnes. Donc la température va à la fois diminuer le temps de sommeil mais surtout le fragiliser, le fragmenter et altérer sa qualité. Mais la dette de sommeil, le manque de sommeil va également jouer sur l'intolérance à la chaleur. Et c'est là qu'est la relation entre température et puis sommeil. Dans le monde du sport ou pour nos militaires, 30% des intolérances à la chaleur surviennent dans une situation de dette de sommeil. Voilà, je vous montre cette étude qu'on a réalisée dans le laboratoire. On a exposé des sujets pendant 60 minutes à 45 degrés, puis 60 minutes à 42 degrés, donc pratiquement 2 heures à plus de 42 degrés. Vous avez ici la réponse cutanée au cours de cette exposition. Et on s'est aperçu que lorsque en rouge, c'était le sommeil, en bleu, le sommeil normal, et 8 heures de temps passé au lit, lorsqu'on leur a octroyé que 3 heures de temps passé au lit, lorsqu'on les a mis en dette de sommeil, leur température centrale était beaucoup plus importante pendant l'exposition et pendant toute l'exposition à la température. Donc finalement, mal dormir, avoir des troubles du sommeil, ça va diminuer la tolérance à des pics des expositions aiguës à des hausses de température. Alors comment essayer d'optimiser le sommeil quand on est face à un pic de chaleur? Tout d'abord, il faut essayer de respecter l'acclimatation. Mais l'acclimatation à la chaleur, c'est un processus qui est long, qui se fait en 2 étapes. Il y a une première acclimatation au cours de la première semaine, puis une acclimatation qui va être progressive au cours des 2, 3 à 4 semaines. Donc souvent, en fin d'été, du coup, on va avoir un sommeil qui va s'être adapté à la température, on dormira forcément mieux. En tout cas, il va nous falloir au moins passer cette première phase aiguë d'acclimatation pour pouvoir récupérer un sommeil de qualité après une phase caniculaire. On peut utiliser de la climatisation. Et vous voyez, pour un sujet en sous-vêtements avec un drap, la température idéale avec une climatisation, c'est de régler la climatisation à 26 degrés Celsius. Ce qui est bien loin de ce qu'on peut lire souvent, que la température idéale, c'est 18-22 degrés. Et donc, il y a vraiment un intérêt à retirer les couvertures, retirer la couette et du coup monter le niveau de climatisation. Et c'est vraiment cette température de 26 degrés climatisation qui offrira un sommeil de qualité avec les plus longues durées de sommeil. En dessous ou au-dessus de ces températures cibles, on aura des diminutions du temps de sommeil. Alors, il y a des limites à la climatisation. Il y a plusieurs études qui ont montré que ça produisait du bruit, plus de 30 degrés, plus de 30 décibels, et donc ça perturbe en soi, la climatisation peut perturber le sommeil. Et raisons également écologiques. Et puis de coût, on considère que la climatisation coûte environ 4 € par nuit, juste pour une chambre, et ce n'est pas un élément anodin. Alors, on peut essayer d'optimiser le sommeil en biaisant un petit peu notre système, avec des bains chauds ou des bains froids. Je préfère à titre personnel le bain chaud que le bain de glaçons. Mais en tout cas, les deux ont été publiés et les deux fonctionnent. Que ce soit des bains froids ou d'exposition locale au froid, nuque, visage ou des bains chauds, les deux stratégies ont été associées des augmentations de la durée de sommeil, des diminutions de la latence d'endormissement, que ce soit en conditions climatiques clémentes ou lors d'exposition à la chaleur. Pourquoi les deux fonctionnent? En fait, c'est juste une histoire de temps, de temporalité, entre l'exposition au bain et puis le sommeil. Si vous êtes à distance de votre période de sommeil, un bain chaud, l'exposition à une température importante dans un bain va déclencher chez vous des mécanismes de dissipation de la chaleur, transpiration, sudation, vasodilatation, qui vont du coup se prolonger pendant plusieurs heures et qui vont induire une diminution de votre température centrale et donc favoriser l'endormissement. À l'inverse, plus on est proche du sommeil et plus il faut s'exposer à un bain qui sera froid ou tempéré et qui fera diminuer la température centrale.
Il y a eu des travaux assez récents qui ont utilisé des matelas avec la particularité d'être dans polyuréthane afin d'avoir une grande conductivité thermique. C'est ce que vous voyez ici, hein, c'est des matelas qui ont au centre des gels en polyuréthane. Et vous voyez ici sur les caméras thermiques que la chaleur du sujet va plus se dissiper. Ces matelas vont moins accumuler la chaleur au cours de la nuit. Et ça, c'est un élément qui est assez important puisque je vous ai beaucoup parlé du microclimat et peut-être que l'accumulation de chaleur au cours de la nuit, dans le microclimat du sujet, donc le microclimat, ça correspond également au matelas, qui est sa température sous le sujet, est un élément qui est assez important. Il y a des études en Italie, une équipe de Crochy, qui ont montré qu'en utilisant ces matelas, on arrivait à diminuer la température centrale au cours de la nuit et d'augmenter la durée du sommeil lent profond. Ça a également été montré avec des travaux en collaboration avec l'INSEP, à Marcoussis, avec des équipes de rugby, que lorsqu'après un match, on faisait dormir des sujets sur ces matelas, des sportifs qui avaient fait un match à horaire tardif, on diminuait la température centrale au cours de la nuit, ce que vous voyez ici, et c'était beaucoup plus efficace que des bains froids après les matchs, qui est la stratégie qu'ils utilisent aujourd'hui. Et on avait observé une augmentation de la durée du temps de sommeil, notamment un effet sur le sommeil paradoxal. Donc, dans une étude qu'on a conduite en double aveugle, matelas classique versus matelas à dispersion de chaleur, avec une autre conception de matelas, un autre gel, à 22 degrés ou à 32 degrés, on a pu observer qu'effectivement, l'utilisation de ces matelas diminuait la température cutanée moyenne à 22 degrés, diminuait la température centrale à 32 ou à 22 degrés. Donc, on a bien des effets sur la thermorégulation de nos sujets. Et on a pu observer vous voyez ici la diminution du temps total de sommeil chez les sujets contrôle à 32 degrés. Et cette diminution du temps total de sommeil n'était plus observée chez les sujets qui dormaient sur des matelas à haut transfert d'énergie, ce qui illustre bien finalement l'importance du matelas dans la thermorégulation au cours de la nuit, notamment dans la régulation de la température, du microclimat autour du sujet. Vous avez ici les éveils au cours de la nuit, wake after sleep onset. On observe que ces éveils augmentent à 32 degrés au cours de la nuit avec des matelas classiques, et on n'observe plus ces augmentations de ces éveils avec des matelas à haut transfert de chaleur. On a également observé les effets bénéfiques de ces matelas, protecteurs de ces matelas. Il n'y a plus de diminution de durée de sommeil lent profond et plus d'altération à la chaleur de la durée du sommeil paradoxal. Alors, sommeil-température, en fait, il y a cette relation, finalement, le sommeil, la chaleur induit l'exposition à la chaleur, une durée de la durée et de la quantité du sommeil. Ça va favoriser une dette de sommeil, et cette dette de sommeil, elle est en soi un facteur qui diminue la tolérance à la chaleur. Et donc, il convient finalement d'essayer d'augmenter la durée de sommeil en période de canicule, d'exposition à la chaleur, par des siestes, par une augmentation du temps au lit. Et puis, il est extrêmement important de diminuer la charge thermique, retirer la couverture, aérer, ventiler, ce qui diminue l'humidité relative. Et la diminution de l'humidité relative permet d'augmenter l'efficacité de la sudation. Alors, le sommeil et le froid. On observe lors d'exposition au froid, malgré des duvets qui sont extrêmement performants, qu'il y a un impact de la même façon sur le froid, bien sûr sur la température, avec un phénomène d'acclimatation. Vous avez ici des données de température cutanée moyenne au cours de la nuit chez des militaires qui ont fait 21 jours, 3 semaines d'exposition à raid en Antarctique. Et donc on observe pareil ce phénomène d'acclimatation qui est assez long au froid. L'effet significatif est observé après 3 semaines d'exposition au froid. On observe que la température cutanée va être également liée à la fragmentation du sommeil, et on a observé la fragmentation du sommeil au cours des premières semaines d'exposition au froid. Donc le froid dans la journée, malgré des conditions de couchage assez favorables, même si ça reste dormir sur un duvet dans un igloo de glace, du coup, cet effet d'acclimatation va favoriser une diminution de la fragmentation du sommeil après 3 semaines d'exposition au froid. C'est des résultats qui confirment ce qui avait été observé, notamment par les équipes de Nathalie, qui présentera après moi sur cet effet d'exposition au froid qui va du coup altérer en particulier le sommeil paradoxal. Alors la dette de sommeil, de la même façon, on va également diminuer la tolérance au froid. Dans cette étude où on a
plonger la main de sujet pendant 20 minutes dans une eau à 5 degrés, on a observé que pendant l'exposition au froid, mais surtout pendant la période de réchauffement, qu'on avait un réchauffement qui était plus lent, une température cutanée qui était plus basse et un réchauffement qui était plus lent chez les sujets qui avaient pu dormir que 3 ou 4 heures ou qui avaient été une semaine en restriction de sommeil. Vous avez ici sur des images de laser Doppler, laser Speckle, on voit ici la reperfusion des doigts. Après une privation de sommeil, vous avez ici, après l'immersion, vous voyez une reperfusion cutanée un réchauffement cutané qui va être beaucoup plus lent et ça va être bien sûr associé à une augmentation de la douleur ressentie par les sujets. Au cours de ce test d'immersion au froid, on a quand même une douleur qui atteint 6 sur 10 d'intensité, une douleur qui est très importante. Et on observe que la douleur diminue très rapidement lorsqu'on a eu un sommeil habituel, 7 à 8 heures de sommeil. Par contre, après privation de sommeil, on aura beaucoup plus de mal à récupérer une douleur qui persistera pendant pratiquement, même après l'immersion. Voilà, on avait également observé au cours de la restriction de sommeil cet effet de la restriction de sommeil, une semaine où on dort 4 heures par nuit, sur la température cutanée, la main dans l'eau, et c'était associé dans cette étude à la réponse inflammatoire. C'était assez corrélé à la réponse inflammatoire, l'augmentation de la production de cytokines pro-inflammatoires qui apparaît dès la première nuit de restriction de sommeil. La dette de sommeil, la restriction de sommeil produit une réponse immuno-inflammatoire qui pourrait être un facteur favorisant ces effets vasculaires que l'on observe lors d'une exposition au froid. Alors, sommeil et exposition au froid, c'est toujours un débat important pour nos militaires, mais également dans le monde de l'alpinisme. En tout cas, il faut essayer d'utiliser des duvets adaptés. Chaque duvet va avoir une condition de température dédiée, il faut la respecter, couvrir la tête. Mais ce qui est le plus important, c'est probablement d'essayer de dormir au sec et de s'isoler de l'humidité ambiante qui va être un grand facteur de dissipation de la chaleur, et puis éviter les dettes de sommeil, en particulier augmenter la durée de sommeil pendant ces périodes et pratiquer, si besoin, des siestes. Comment on explique ces relations entre durée de sommeil et puis les réponses à la température? Il y a des effets sur le système nerveux central, bien sûr, mais on a également des effets vasculaires sur la fonction endothéliale, sur le tonus vasculaire, qui passent par les effets de la dette de sommeil sur les réponses immuno-inflammatoires. Et ce qui est assez important, c'est que dans ces situations-là, la caféine, qui est une des stratégies qu'on utilise beaucoup pour pouvoir se maintenir éveillé quand on est en situation de dette de sommeil, aurait peut-être et probablement des effets péjoratifs sur ces effets-là et pourrait favoriser, lorsqu'elle est consommée en quantité excessive, ces mauvaises acclimatations à la chaleur. Et donc le café, consommé avec modération. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fabien, merci beaucoup pour cette belle exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, un sujet qui va devenir de plus en plus important, j'imagine, avec les changements climatiques, on est tous exposés à ces températures un peu extrêmes. Juste une question pratique, un bain froid, un bain chaud, c'est quoi la température, enfin un bain froid? Il faut que ça soit... Non, il faut essayer de casser l'hyperthermie. Donc si on vient de faire par exemple une activité physique tardive, qui va provoquer une augmentation de la température centrale. Les sportifs se plongent souvent, c'est très typique dans les équipes de football ou de rugby, dans des bains avec de la glace à l'intérieur, donc une eau qui est à 5 degrés en général, ce qui est assez violent et assez peu confortable, mais l'idée c'est de casser le pic de température, donc une douche tiède ou un bain à une température de 20 degrés par exemple permet largement de diminuer cette température, mais une douche finalement contribue à faire baisser cette température centrale. C'est ça. Donc,
avant d'aller au lit, une douche plutôt froide, et si on prend une douche... Et si on est à distance, oui, à distance, quand on est à plus d'une heure, 1 heure et demie du sommeil, finalement, l'exposition à la chaleur, en déclenchant les mécanismes de dissipation de la chaleur, eh ben, ça va permettre de faire une chute de la température centrale, et ça favorisera aussi l'endormissement. Au moment d'aller au lit. Merci. Des questions dans la salle, online? Oui, j'ai une petite question. Merci pour votre présentation. Je suis ici. Je ne vois pas qui pose la question. Je suis ici sur votre gauche. Une petite question concernant la mort inattendue du nourrisson. On sait que la température est un facteur majeur. Donc, ce qu'on conseille généralement, c'est une température réglée à 19 degrés. Vous avez parlé justement du microclimat. Est-ce qu'on a des données par rapport à ça? Est-ce qu'on peut mieux contrôler ce facteur? Enfin, voilà, est-ce qu'on a des données dans ce contexte-là? Alors non, je ne les connais pas. Je sais qu'aujourd'hui, le sommeil du nourrisson, c'est assez standardisé. Il y a des recommandations pour éviter tout ce qui va être couverture et couverture trop chaude. On recommande aussi pas des pyjamas, mais un peu comme des duvets, j'oublie le nom, des turbulettes là, qui ne couvrent pas le haut du corps et qui évitent que le nourrisson s'endorme et s'étouffe dans son duvet. Mais ce qui est important, c'est que la chambre dans laquelle est le nourrisson ne soit pas trop chauffée. C'est important. Il a une capacité de production de chaleur qui est assez importante. Effectivement, il ne faut pas le mettre sous une couette ou un édredon où il y a un risque en plus d'étouffement et de monter sa température. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts parce que ce n'est pas mon domaine de travail. Mes nourrissons, moi, ils sont un peu plus âgés et grands. Mais il y a aujourd'hui, je crois, des recommandations assez strictes et plutôt bien faites sur effectivement la température, la façon d'équiper un enfant au cours de la nuit. Encore une question dans la salle, sinon il y a une question online. Donc on nous demande si les matelas thermiques sont-ils commercialisés? Les matelas thermiques sont déjà commercialisés? Alors non, ça c'était des prototypes, je ne le sais pas, je ne le crois pas, mais en tout cas ça pourrait être un nouvel élément dans les matelas, effectivement, de tenir compte finalement de la qualité du type de matelas pour la température, parce qu'il y a un certain nombre de matelas qui du coup sont peut-être très confortables, mais qui vont conduire à une accumulation de la chaleur. C'est les matelas, vous vous couchez dedans, vous levez le matin, vous êtes dans une mare, j'exagère un peu, mais une mare d'eau et très, très humide, des matelas en matière synthétique. Et aujourd'hui, ça fait partie des travaux que mènent les fabricants de matelas pour faire des matelas qui soient beaucoup plus aérés et qui évitent l'accumulation de chaleur au cours de la nuit. Et d'ailleurs, les populations qui dorment dans des pays chauds, souvent vont utiliser soit dormir à même le sol sur des tapis, à même le frais. Et donc, quand on regarde comment dorment ces populations, elles dorment sur des choses très aérées, au contact du sol, froid. Et du coup, c'est peut-être un élément, en tout cas, dans la conception de matelas. On a peut-être conçu des matelas depuis quelques années, certes très confortables, mais qui accumulaient beaucoup la chaleur au cours de la nuit. Donc, ce sera un élément à prendre en compte. En tout cas, nos travaux avaient pour objectif, au-delà de proposer des stratégies, en tout cas de démontrer l'importance de ce microclimat sur la qualité du sommeil. Merci. S'il vous plaît. Merci Fabien. S'il vous plaît. Il y a encore une question? Oui. Dernière question? Oui, ici. Ici à droite. Voilà. Je voulais vous demander, il est notoire que les femmes ont les pieds froids le soir et qu'elles se chauffent contre leurs hommes. Et donc, avez-vous une idée sur les différentes adaptations de la température corporelle des femmes par rapport aux hommes? Alors, merci d'avoir relevé ma petite boutade, mais dans nos études, en fait, on a l'armée française est une des plus féminisées au monde. On n'a aucune différence entre les hommes et les femmes. Et c'est une question qui revient assez souvent. Et il y a probablement des aspects un peu culturels, de façon aussi de s'habiller. Mais il n'y a pas de... Quand on compare des hommes et des femmes qui pratiquent la même activité physique, qui s'exposent de la même façon au froid, au chaud, ce qu'on a chez nos militaires, on n'a aucune différence entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, dans le monde du sport, vous savez que les femmes rattrapent les hommes de plus en plus. Il y a des disciplines aujourd'hui, notamment dans l'endurance fondamentale, où les performances des femmes deviennent de plus en plus proches de celles des hommes. Et en tout cas, on n'a pas de différence, on n'a pas d'effet sexe en fait, sur cette tolérance au froid. Que ce soit lors des tests de tolérance générale ou locale, au chaud ou au froid, on n'a absolument pas d'effet sexe quand on a des hommes et des femmes identiques. Après, ce qui peut jouer, ça va être la masse grasse, qui bien sûr va être protectrice sur ce qu'on expose au froid. Ça peut être différence de stature, mais à stature égale, à masse grasse égale, on n'a pas de différence entre hommes et femmes.
Merci. Et donc pour le prochain topo, nous allons accueillir Nathalie Patine qui va nous parler de son expertise sur l'exposition des organismes dans les pôles et notamment de l'impact du sommeil. Bonjour et merci pour l'invitation pour cette session. Et c'est une joie de retrouver les collègues avec qui on travaille déjà, Samuel et Fabien. Alors, moi je viens de Belgique, donc je tiens à m'excuser auprès d'un public français parce que mes slides sont en anglais. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les problèmes de langue qu'on a en Belgique. Et vu que je travaille pour une institution nationale, l'École royale militaire, nous on a décidé de tout faire en anglais parce que ça pose plus de problème après de savoir dans quel camp on est. Mais bon, je travaille aussi à l'Université de Montréal, qui a ces problèmes linguistiques aussi. Peut-être que j'aime ça, en fait, les pays qui ont des problèmes linguistiques. Alors ici, sur ce premier slide, en fait, j'ai voulu vous montrer les deux domaines dans lesquels on travaille pour le moment. L'Antarctique, c'est le projet Somnopole, la figure que vous voyez à gauche du slide. Et en fait, c'est un projet qui court depuis 15 ans, où on collecte des données dans une variété d'environnements antarctiques, dans différentes stations, des données dont je vais vous montrer certaines aujourd'hui. Et alors, ce que vous voyez à droite, c'est le pôle Nord, et ça, c'est ce dans quoi on s'est lancé il y a 1 an et demi, avec des collègues canadiens et norvégiens, et en fait, c'est d'aller regarder, mais si on s'intéresse au pôle, ben, il y en a 2. Donc, en dehors des données d'Antarctique, qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier sur le sommeil en Arctique. Et en fait, en termes de méthodologie scientifique, cette présentation ne parle ni de sommeil ni de lumière, mais bien d'un phénomène qu'on appelle la loi de l'instrument. C'est-à-dire, et c'est Maslow qui l'a dit, quand tout ce que vous avez, c'est un marteau, chaque problème auquel vous vous attaquez va ressembler à un clou. Et je pense qu'en termes de méthodologie et de nos biais cognitifs en tant que scientifiques, c'est fort intéressant. Alors pourquoi est-ce que le sommeil dans les régions polaires est un sommeil en environnement extrême en termes de luminosité? Mais la figure ici illustre l'illumination ou la nuit constante auxquelles sont soumises les régions polaires. C'est issu d'un phénomène géographique qui est le fait que l'axe de rotation de la Terre n'est pas parallèle au plan d'illumination des rayons solaires. Et donc, il y a une variation de 23,5 degrés. Et cette variation fait que, mais les zones, c'est ce qui a déterminé les cercles polaires, les zones au-dessus des cercles polaires, arctiques et antarctiques, vont être soumises à des périodes plus ou moins longues suivant la latitude, soit d'illumination constante, comme on le voit ici pour le pôle sud, soit d'obscurité constante, comme on le voit ici pour le pôle nord. Donc l'exemple sur la figure, c'est le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, et c'est la nuit polaire dans l'hémisphère nord. Alors cette durée d'illumination constante ou de lumière constante, comme je l'ai dit, elle va varier suivant la latitude, c'est-à-dire ça va être environ 24 à 48 heures au cercle polaire, ça va être 6 mois au pôle. Donc le cercle polaire se situe à 66 degrés de latitude. Ça veut dire que pour 1/3 de cette zone de latitude, on va avoir une durée croissante d'illumination constante ou de journée constante. Alors évidemment, pour un chercheur en sommeil, c'est un laboratoire formidable, parce que ça crée des conditions qu'on ne pourra jamais simuler en laboratoire et où des gens vont vivre de manière constante ou lors d'expéditions ou en mission dans des stations de recherche. Et donc le sommeil en Antarctique, c'est quelque chose auquel même les tout premiers hivernants se sont intéressés. Alors le premier hivernage antarctique, c'était une expédition belge, la Belgica, un officier de marine belge, Adrien de Gerlache, qui s'est fait prendre dans les glaces en Antarctique pour expérimenter ce phénomène de l'hiver au-delà du cercle polaire. Son médecin d'expédition était Frédéric Cook, un médecin américain, et en fait, quand on lit l'ouvrage qu'il a écrit basé sur ses expériences de médecin de cette expédition, qui a un titre absolument
enfin qui ne correspond pas à nos standards de marketing scientifique actuels, eh bien on se rend compte que c'est le premier à avoir décrit ce qu'on appelle le syndrome affectif saisonnier, donc la dépression saisonnière. Il décrit un cluster de symptômes qui inclut des perturbations de sommeil, un état dépressif, une léthargie, une asthénie, une anédonie, bref, une dépression saisonnière. C'est aussi le premier à faire le lien entre ce cluster de symptômes et le manque de lumière du jour. Et il écrit d'ailleurs dans son ouvrage qu'il recommande à ses condisciples d'expédition de passer minimum 2 heures par jour devant le feu ouvert du foyer du bateau. Alors évidemment, avec ce qu'on sait actuellement sur la luminothérapie et la mélanopsine, on sait aussi que la luminosité d'un feu ouvert est largement insuffisante pour compenser ce manque de lumière, mais le fait d'avoir fait ce lien en fait la personne qui a découvert ce syndrome. En 2017, nous avons publié une revue de littérature sur le sommeil, les perturbations du sommeil en Antarctique, et nous avons identifié 3 causes à ces perturbations. La première, c'est le manque de photopériodicité. Donc c'est le manque d'une alternance normale d'une période de lumière et d'une période d'obscurité dans le jour de 24 heures. La deuxième, c'était peut-être que durant la saison d'hiver et d'obscurité constante, les gens ont moins d'activité physique et que ce manque d'activité physique a un retentissement sur le sommeil, ainsi que sur l'humeur. Et la troisième était le fait d'être de manière prolongée pour des durées qui vont de 1 an à 2 ans dans une station de recherche en Antarctique, mais c'est quand même une condition d'enfermement et d'isolement particulière. Ça doit avoir des effets psychologiques au long terme. Alors on va d'abord regarder ce qu'il en est pour ce manque de photopériodicité. Donc les photos que vous voyez ici, ce sont des photos que j'ai prises lors d'une expédition, lors de la construction de la station belge en Antarctique, qui est la station Princesse Elisabeth, que vous voyez en bas à droite sur la slide. Et la photo en haut à droite, c'est le camp dans lequel nous dormions. Et cette photo est prise à minuit. Et la photo en bas à droite est prise à midi. Donc en fait, quand on dit qu'il y a un manque de photopériodicité, il faut s'imaginer une illumination comme en plein jour, avec une intensité lumineuse au-delà de 100 000 lux, durant les 24 heures du jour. Avec en plus, non seulement cette intensité lumineuse du soleil, mais le phénomène de l'albédo, c'est-à-dire la réflexion sur la neige et la glace, qui augmente en fait la luminosité perçue par la rétine. Donc ceci, c'est une station utilisée uniquement en été. Donc c'était une mission d'été seulement. Durant la période où la lumière du jour était constante, et l'altitude, comme a dit Samuel, c'est un facteur non négligeable, mais l'altitude, en fait, l'hypoxie liée à l'altitude au pôle est supérieure à l'élévation géographique. C'est dû à la forme de l'atmosphère autour de la Terre. Et donc ici, nous avons une station qui est à 1380 mètres. L'hypoxie est équivalente à une altitude de 1800 mètres à l'équateur. Et donc, un échantillon des données que nous avons collectées là, vous avez le cortisol et la mélatonine sur 22 sujets, tous mâles, et on voit qu'en termes de sécrétion de cortisol, la figure en haut à gauche de la diapo, nous avons une sécrétion qui est remarquablement synchronisée dans nos 22 sujets. Alors, ce n'est pas un échantillonnage de 24 heures, parce que il s'agissait d'une mission opérationnelle, d'une mission de construction. Les journées étaient longues et bien remplies, et si on avait dit aux participants que nous allions les réveiller toutes les 2 heures ou toutes les heures pour un échantillonnage de salive, on n'en aurait plus eu beaucoup. Donc vous voyez ici, le premier échantillon était au réveil, aux alentours de 5 heures. Le dernier échantillon était juste avant le coucher. Et donc cette sécrétion de cortisol, elle est remarquablement normale par rapport à la sécrétion de mélatonine qui, elle, lors des premiers échantillons du matin, est relativement haute et ne connaît pas de DLMO avant le coucher. Donc elle est remarquablement plate au niveau du coucher. Et alors l'hypnogramme que vous voyez ici est en fait un hypnogramme fictif, un agrégé des valeurs des enregistrements de sommeil que nous avons effectués, et où on voit que l'architecture du sommeil est complètement perturbée, avec le sommeil lent profond
au niveau de la partie la plus tardive de la nuit, la majorité du sommeil paradoxal au niveau du début de nuit et au niveau de l'activation du système nerveux autonome, une activation beaucoup plus sympathique, la courbe rouge en début de nuit, alors que le parasympathique augmente en fin de nuit. Donc en fait, c'est comme si l'architecture normale de sommeil avait été inversée. Donc ça, on s'est quand même posé beaucoup de questions par rapport à ces données. Et on s'est dit, bon, en fait, on a affaire à une dissociation de deux rythmes. On a la photopériode qui clairement est le rythme perturbé, le Zeitgeber perturbé, qui va influencer la mélatonine, la régulation autonome de la variabilité du rythme cardiaque et l'architecture ultradienne du sommeil. Et on a le rythme social qui va influencer le cortisol, qui lui est remarquablement synchronisé. Parce qu'en dehors des conditions de luminosité particulières, cette expédition-ci se caractérisait par un temps social quasi militaire. Un lever, un petit déjeuner obligatoire entre telle et telle heure et une journée de travail très codifiée dans ses horaires. Donc on a en fait une rigidification du temps social dans ces conditions. Et on se rend compte que ça crée deux oscillateurs séparés. Alors, ça c'était l'été. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on compare les résultats quand il y a de la lumière ou quand il n'y a pas de lumière? Et donc là, on s'est intéressé à Concordia, qui est une station franco-italienne sur un plateau antarctique à l'intérieur des terres, mais qui se situe aussi en altitude. Donc vous voyez ici, c'est une station qui est utilisée toute l'année. Donc les membres d'équipage qui participent à un hivernage, ils séjournent pour 12 à 13 mois. La latitude est beaucoup plus élevée, elle est à 75 degrés sud, et donc ça veut dire qu'il y a une période d'illumination constante ou d'obscurité constante de 105 jours. Et l'hypoxie est équivalente à 3800 mètres d'altitude à l'équateur. Alors, ici, comme l'a très justement souligné Samuel, il y a des choses à dire à propos du contrôle respiratoire, parce que le doctorant qui devait travailler sur le sommeil dans ce projet-là, en fait, a bifurqué de sujet de doctorat et a fait son doctorat sur le contrôle ventilatoire en hypoxie de longue durée. Et donc ça fait partie de données qui résument bien ce problème et que Samuel a déjà décrite, c'est le fait que l'indice d'apnée-hypopnée, en fait, reste pathologique tout au long de l'exposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acclimatation. On voit aussi que l'effet de la période d'obscurité constante est négligeable. Et on voit aussi qu'il y a une très grande stabilité intra-individuelle. Donc ce qu'on voit sur le graphique ici, à droite de la diapo, ce sont les indices d'apnée-hypopnée par participant. Donc l'axe horizontal représente chaque participant, avec une représentation de la valeur moyenne en vert. Du début de la campagne, c'est le carré mauve, et de la fin de la campagne, c'est le triangle rouge. Et donc on voit qu'il y a une grosse variabilité interindividuelle, avec les répondants et les non-répondants quelque part, mais qu'il y a une stabilité intra-individuelle. Et que donc, si quelqu'un va présenter un AHI de 80 au début de campagne, il va garder cet AHI tout au long de l'année. Alors, qu'en est-il de l'architecture du sommeil dans ces conditions? Eh bien, à nouveau, on voit que cette comparaison entre les périodes où il y a l'illumination est constante, des périodes où il y a une photopériode quasi normale, donc certaines périodes au printemps et en automne, ou les périodes d'obscurité constante qui sont indiquées ici sur la diapo. Et en fait, cette histoire de lumière, ça n'a pas grand effet sur l'architecture du sommeil, que ce soit sur les stades du sommeil, que ce soit sur l'efficacité du sommeil, qui est mauvaise pendant toute l'année, ou que ce soit sur les échelles subjectives. Alors, les échelles subjectives, on a ici l'Epworth et la FSS, le Fatigue Severity Score. Et donc, on se rend compte que, oui, ce sont des résultats avec un sommeil très altéré, mais que ce sommeil altéré n'est pas dû à ces conditions de luminosité, mais est plutôt un reflet de l'exposition de longue durée à l'altitude. Alors, il y a un autre élément intéressant, c'est qu'on voit que certains paramètres
ceux indiqués en vert, comme par exemple la proportion de sommeil lent profond ou les events respiratoires par heure, sont stables tout au long de l'année. Par contre, d'autres paramètres, ceux indiqués en bleu comme la latence au sommeil ou une échelle subjective de fatigue, ceux-là vont présenter un effet cumulatif avec la durée. À nouveau, rien à voir avec l'illumination. Donc voilà pour la photopériodicité. Une de nos autres questions, c'était qu'en est-il de l'effet de longue durée de cet isolement et de ce confinement? Donc vu qu'on a eu des paramètres dans l'architecture du sommeil qui sont stables et des paramètres qui varient avec un effet cumulatif, qu'en est-il? Mais là, on va regarder des données de la station antarctique allemande, Neumayer, qui est aussi une station où les gens hivernent, qui est au niveau de la mer et qui est à 70 degrés sud. Donc avec approximativement 60 jours d'illumination ou d'obscurité constante. Et en fait, ce set de données est assez unique parce que ce sont 7 années, 7 hivernages consécutifs poulés. Donc dans les environnements extrêmes, un des problèmes méthodologiques qu'on a toujours, c'est la taille de l'échantillonnage. Bon, ici, on a une taille d'échantillon de 54 personnes, mais c'est 7 années consécutives de collecte de données. Il faut aussi indiquer que pour une fois, il y a une représentation d'une population féminine non négligeable parce qu'il y a 17 femmes dans les sujets. Et on voit qu'il a fallu ce nombre de sujets-là pour voir certaines tendances apparaître dans l'efficacité de sommeil qui présente une dégradation progressive, même si elle est subtile au cours de l'année, et qui n'est déjà pas phénoménale au départ, et le nombre d'éveils par nuit qui présente une légère augmentation, alors qu'ici on est au niveau de la mer, donc on est en dehors de tout problème d'hypoxie. En plus, dans ces données-là, il y avait un effet de genre aussi, suggérant que malheureusement, dans ce genre de contexte, les équipages sont très souvent soit à dominante masculine, soit avec une ou deux femmes, mais il y a un effet de genre à étudier. Et donc, ça indiquait que cette notion de durée d'exposition est primordiale. Et donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut séparer ces différents facteurs? Et on a utilisé le setup de la station anglaise à Halley, parce que l'hivernage à Halley dure 15 à 16 mois. C'est-à-dire que chaque hivernant fait une campagne d'été, un hivernage et une deuxième campagne d'été. Halley se situe à 75 degrés sud, donc la même durée d'obscurité et d'illumination constante que Concordia, mais elle se situe au niveau de la mer. Donc on n'a plus ce facteur confondant de l'altitude. Et donc là, on se rend compte que, au niveau de l'illumination, on reproduit les résultats qu'on avait dans la campagne d'été de la station belge. C'est-à-dire qu'on a une sécrétion de cortisol qui est bien synchronisée, mais qui ne varie absolument pas d'une saison à l'autre. Donc ici, on a la courbe bleue, c'est la courbe de l'hiver, l'obscurité constante. La courbe grise, c'est la courbe de l'été, la luminosité constante. Et la courbe orange, c'est celle du printemps, avec une photopériode normale. Aucun effet de la luminosité. Par contre, au niveau de la mélatonine, ici, on se rend compte que, à nouveau, dans les 3 saisons, on a des niveaux de mélatonine à l'éveil qui sont quand même très, très, très élevés. Et on a un départ de la sécrétion en hiver, quand il n'y a pas de lumière du tout, mais en gros, ce n'est pas une sécrétion de mélatonine normale, malgré ces conditions d'illumination très, très différentes. Donc la lumière ne suffit pas à expliquer les phénomènes qu'on étudie. Par rapport au temps passé sur la station, donc comme je disais, on a utilisé le fait que les hivernants arrivent pour une première campagne d'été en comparant 2 équipages d'hivernants. Ceux dont c'était le 2e été, et donc qui avaient déjà 1 an dans la station derrière eux, et ceux, la cohorte 2016, dont c'était le 1er été, donc ils venaient d'arriver sur la station. Et on se rend compte que, mais en fait, il y a des différences. Il y a des différences forcément dans les évaluations subjectives, mais il y a aussi des différences dans les comportements de sommeil et dans l'architecture du sommeil. Et la chose qu'on ne s'explique absolument pas, il y a des différences dans les events respiratoires. Je vous rappelle qu'on est au niveau de la mer, donc on n'est pas du tout en altitude.
Mais cette deuxième cohorte va néanmoins, à nouveau de sujets sains, va néanmoins présenter des événements respiratoires et des éveils liés à ces événements respiratoires qui sont anormaux et qui ne s'expliquent pas par l'altitude. Est-ce que le manque d'activité physique joue un rôle? Pour ça, on a comparé une station du Mont d'Urville, une station française, une station côtière où il n'y a pas d'obscurité constante, avec la station Concordia. Et on s'est rendu compte que, non, l'une des deux est considérée le Club Med Antarctique parce qu'on peut sortir, parce qu'il y a des animaux, parce qu'il y a plus de gens, il y a une vie sociale plus active. En gros, il y a une différence entre les deux stations, mais elle est liée au phénomène d'altitude. L'activité physique quotidienne, il y a une variation entre l'hiver et l'été dans les deux stations, mais pas entre les deux stations. Et les perturbations du sommeil qu'on observe sont liées aux effets de l'altitude à Concordia. Donc en fait, si on revoit les hypothèses qu'on a posées dans cette revue-là, mais on doit se rendre compte que est-ce que la photopériode est un souci? Oui, mais la chronobiologie n'explique pas tout. Cette luminosité extrême, tant dans sa présence que dans son absence, ne suffit pas à expliquer les perturbations de sommeil qu'on voit. Donc il faut se méfier de la loi de l'instrument. En tant que chercheur en sommeil, si on va dans un environnement pareil, le premier truc auquel on pense, c'est la lumière. Mais dans nos résultats, ma foi, la lumière ne joue pas un rôle majeur. On a des traits individuels très marquants qui sont en fait plus que du bruit dans le signal. L'altitude est bien plus perturbante pour le sommeil que l'isolement et le confinement, et surtout cette notion de durée d'exposition, de durée en mission, mais ça c'est vraiment le facteur qu'on va étudier dans le futur. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Ça c'est l'équipe internationale qui a permis de faire tout ça. Merci beaucoup Nathalie. Des conditions vraiment extrêmes. Et on a le temps juste pour une question, s'il y a une question brûlante dans la salle ou online, pour garder le timing. Est-ce qu'il y a des questions? Donc en tout cas, on retient qu'il faut vraiment prendre en compte tous les aspects dans des conditions si particulières, si extrêmes. Merci, donc merci. Je crois qu'on va passer pour garder les timings au prochain intervenant. Et donc, dernière intervention pour ce symposium en conditions extrêmes qui va être proposé par le professeur Xavier Drouot sur un autre environnement extrême, un peu moins éloigné, mais qui reste quand même très extrême, c'est l'univers de la réanimation. Bonjour à tous, merci au Conseil scientifique d'avoir accepté ce symposium et merci de me donner l'occasion d'inscrire Poitiers dans les destinations de rêve après Gao, la Rinconada, Concordia, c'est formidable. Venez à Poitiers, pas forcément en réanimation d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de venir en réanimation à Poitiers, il y a une très jolie ville et plein de gens très intéressants. Alors, je vous ai passé mes conflits d'intérêts. Effectivement, dormir en réanimation, c'est pas chose facile, c'est pas une sinécure pour les patients, c'est compliqué, mais étudier le sommeil des patients en réanimation, c'est aussi vraiment très très compliqué. Je vous ai mis quelques contraintes auxquelles on a été confrontés ces 15 années pendant nos périodes d'études. En réanimation, les patients sont quand même particuliers, sont souvent sédatés. Donc nous, on s'intéresse à des patients non sédatés, donc il faut vraiment vérifier qu'ils ne sont plus sédatés. En tout cas, toutes les études dont j'ai parlé, tous les résultats dont je vais vous parler ont été faits chez des patients non sédatés, qui n'avaient plus de sédation depuis au moins 48 heures. L'enregistrement, les conditions d'enregistrement ne sont pas faciles, c'est pas facile pour le patient. Vous voyez que le patient, il est là, il a un filet sur la tête, c'est pas très confortable, c'est pas forcément facile non plus pour les infirmières, avec un gros dispositif, il y a un PC Tour ici dans la chambre du patient, il y a beaucoup de fils, il faut qu'il y ait un technicien ou un Master 2 qui vienne scorer le sommeil, enfin au moins poser les électrodes, et puis il y a un taux d'échec très important dans ces enregistrements parce que les électrodes se décollent ou le patient est réintubé ou le patient ne va pas bien. La collaboration avec les réanimateurs n'est pas toujours simple, ça m'a pris un petit peu de temps pour convaincre de l'intérêt et de l'importance du sommeil des réanimateurs, ça a donné lieu à des discussions assez vives.
Mais on y arrive maintenant, et on s'entend très bien, et on fait les choses, mais je vais vous raconter cette histoire, ça n'a pas été très simple. Alors, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de mal à vous convaincre que le sommeil en réanimation, c'est quelque chose qui est quand même très difficile, que l'environnement de réanimation n'est pas très propice au sommeil. Vous avez ici des niveaux sonores, pour la première diapo, très très importants. Vous voyez ici la moyenne sur échantillonné toutes les heures, la moyenne du niveau de décibels, il est largement au-delà de 50 décibels. Vous avez ici la moyenne des pics, il est largement au-dessus de 70. Ça, c'est un enregistrement qu'on a fait à Poitiers la semaine dernière, donc toute la nuit. Vous voyez que cette patiente, qui est une patiente intubée, elle passe plus de 5 heures dans un environnement sonore supérieur à 60 décibels. Alors, pour vous donner une petite idée, ça, c'est une mesure du niveau de décibels au sein des stands. Il y a en moyenne 57 décibels, ça va jusqu'à 70 décibels dans les stands des opérateurs. Donc, c'est quand même finalement assez bruyant. Le niveau de bruit est très, très important. C'est un environnement qui est aussi très lumineux. Alors maintenant, les infirmières commencent à faire attention. Ça, c'est des choses qu'elles savent faire. C'est pas très, très compliqué. Vous avez ici une étude de Franck Foulin en 2011 qui montre qu'effectivement, globalement, la nuit, il fait à peu près nuit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a quand même des pics. Et puis, vous voyez que donc à Poitiers, ça, c'est encore un enregistrement de la semaine dernière qu'on a réalisé. Il fait effectivement relativement sombre dans la chambre, mais il y a quand même des pics de lumière jusqu'à 50 lux. Et si vous demandez à Claude Gronfier est-ce que c'est important, il va vous dire oui, effectivement, ça suffit pour empêcher complètement la sécrétion de mélatonine. Alors, quand on demande aux patients, effectivement, ils disent tous qu'ils dorment très très mal. La plupart dorment très très mal, ils le disent, 80% disent qu'ils dorment mal. Et puis surtout, c'est vraiment un problème pour eux. Quand on demande aux survivants de réanimation, ils viennent de quitter la réanimation, de quitter le service, quand on leur demande qu'est-ce qui vous a le plus stressé, eh bien, le plus stressant, c'est d'avoir mal. Et puis en deuxième position, systématiquement, c'est l'impossibilité de dormir. Et ça, c'est surprenant, mais c'est vraiment constant, quelles que soient les études de 97 ou les études récentes de Pierre Calfon. C'est vraiment le deuxième facteur de stressant, c'est le sommeil. Les patients, ils décrivent des cauchemars, des rêves éveillés, qui persistent d'ailleurs longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la sortie de réanimation. Ça réalise vraiment un syndrome de stress post-traumatique. Alors, quand j'étais à Créteil avec Marie Cadorto et Arnaud Thiel, on a fait pas mal d'études, on s'est intéressé au sommeil, et on a trouvé, des études de la biblio, ont montré effectivement dans ces périodes-là que les études polysomnographiques avec le vieux matériel, le matériel dont je vous ai présenté tout à l'heure, il est extrêmement variable. Vous voyez que le temps total de sommeil, il peut être normal, il peut être réduit, il peut être allongé. La composition du sommeil varie considérablement entre les études. Le stade 1 peut être diminué, peut être augmenté. Le stade 2, certaines études rapportaient des valeurs très réduites, d'autres très augmentées. Les gens étaient à peu près... Il y a deux choses qui étaient à peu près constantes, c'est que globalement, il y a peu de sommeil paradoxal et la fragmentation du sommeil est très très importante. Vous avez ici des hypnogrammes. Ça, c'est le plus bel hypnogramme de toute ma carrière en réanimation. Il est quasiment normal, mais sinon, la plupart sont comme ça, avec des épisodes avec de réveil de manière très importante. Alors, à Créteil, Arnaud Thiel et Laurent Brochard s'intéressaient beaucoup à la respiration et à l'importance du réglage du ventilateur sur le sommeil. Et puis, ils avaient beaucoup entendu parler de l'étude de Seram Parthasarathi et de Tobin à Chicago, qui a montré que quand le ventilateur n'est pas bien réglé, eh bien, il peut y avoir une surventilation et des apnées centrales qui perturbent le sommeil. Donc, on a fait beaucoup d'études à Créteil. On a étudié le sommeil de patients intubés avec différents réglages. On n'a pas monté grand-chose. On a étudié le sommeil de patients en ventilation non invasive. On n'a pas montré grand-chose, en tout cas pas de facteurs pas de facteurs clairs qui montraient l'origine des perturbations du sommeil. On montrait juste qu'ils dormaient mieux quand ils étaient ventilés. Et puis, on a même étudié les patients trachéotomisés qui, là aussi, dormaient mieux quand ils étaient ventilés. Vincent Joniot à Amiens a fait les mêmes choses. Il a montré qu'effectivement, les patients dormaient mieux quand ils étaient ventilés en ventilation mécanique, une ventilation très basique, pas du tout physiologique. Voilà. Alors, l'intérêt des micro-éveils, effectivement, c'est que c'est un événement discret, et donc vous pouvez regarder juste avant ce qui se passe, et donc vous pouvez avoir une petite idée de ce qui perturbe le sommeil. Là aussi, les études ont été assez décevantes, puisqu'effectivement, 70% des micro-éveils ne trouvaient pas d'explication particulière. Donc on a essayé de faire une liste de facteurs perturbateurs avec ce qu'on avait en interrogeant les patients. Il y a des facteurs externes,
modifiables, non modifiables. Et puis il y a des facteurs intrinsèques, bien sûr, la sévérité de la maladie, la douleur, l'anxiété. L'insomnie préexistante est un facteur qui revient le plus souvent, avec effectivement des gens qui ne dorment pas bien à la maison, dans un environnement extrême, aussi extrême que la réanimation, ils ne dorment pas bien. Donc, avec des études comme ça, moi j'ai eu un petit peu de mal à convaincre les réanimateurs de poursuivre le travail en réanimation. On n'avait rien de donné. La ventilation, finalement, c'était pas si délétère que ça, voire peut-être mieux. Bon, c'était vraiment pas simple. Alors, on a été voir à l'époque, je me souviens, on a eu une grande discussion avec Marie-Pierre Dorton. On se disait, mais finalement, est-ce qu'on regarde ce qu'il faut? Est-ce que finalement les règles de scorage de l'ASM ou de Rechtschaffen-Eckel étaient vraiment bien appropriées? Est-ce que c'était vraiment intéressant de s'intéresser à la fragmentation? Vous avez ici les petits points verts, c'est des micro-éveils, quand même beaucoup. Puis moi, je disais qu'effectivement, ces polysomnographies sont quand même très compliquées à lire, ça me prend beaucoup de temps, et c'est un petit peu ce que disait Paula Watson aussi à Nashville. Elle disait, dis donc, ces polysomnographies, une fois je les lis, quand je les relis le lendemain, je trouve pas la même chose, donc bon, c'est quand même un petit peu embêtant. Et donc, avec Marie-Pierre Dorton, on s'est dit, il faut tout remettre à plat. On a tout relu, toutes les polysomnographies, on avait une centaine, on a repris toutes les polysomnographies. Vous imaginez le travail de titan que ça a été, mais bon, on l'a fait. Et on s'est aperçu qu'effectivement, une bonne partie des patients, environ 30% des patients, donc je rappelle que c'est des patients non sédatés, avaient un sommeil très curieux. Il avait un sommeil dit atypique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de fuseau de sommeil et pas de complexe K. Donc on voyait bien que c'était du sommeil, différent de la veille, mais on ne voyait pas, il n'y a pas la descente, stade 1, stade 2, stade 3, il n'y avait pas voilà, c'était très bizarre. On a appelé ça sommeil atypique. Et puis on s'est aperçu que ces patients, ils n'avaient pas une veille non plus très normale. Normalement, vous avez un rythme alpha qui est beau. Là, et le rythme, il était inférieur à 7,3 Hz, donc beaucoup plus ralenti. Puis surtout, il ne s'effaçait pas à l'ouverture des yeux. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc on a essayé de dire, on a décrit finalement un nouveau stade de sommeil qu'on a appelé sommeil atypique et veille pathologique. Donc voilà, donc, le marteau, le clou, on a changé les règles. Je parle des règles de scorage, je parle des règles. Mon équipe, c'est les règles de scorage et pas le règlement du service. Donc effectivement, on a adapté plutôt les règles. Alors donc 30% pour ces patients-là, il en restait quand même 70% qui dormaient de cette façon. Et on s'est posé la question, effectivement, est-ce que c'est vraiment intéressant de dire que ce patient-là, il a fait quelques minutes de N3? Est-ce que c'est vraiment du N3 qui est restaurateur, celui-là? Ou est-ce que là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à comprendre? En fait, on s'est dit non. Et on s'est dit finalement, chez ces patients-là, est-ce que ce qui est intéressant, c'est pas plutôt la continuité du sommeil? Vous avez ici un hypnogramme construit, il y a 60 minutes de sommeil. Vous pouvez faire 50 minutes, un gros épisode de 50 minutes, et puis 5 fois 2 minutes, ça fait 60 minutes. Mais vous pouvez faire 6 fois 10 minutes. Et on s'est dit que effectivement, ce genre d'hypnogramme était beaucoup plus restaurateur, vraisemblablement. Et donc effectivement, vous avez ici un plot donc du nombre d'épisodes de sommeil en fonction de leur durée, et vous avez que les épisodes, c'est des minutes, donc il y a 70 épisodes de sommeil d'une époque, il y en a 30 de 2 époques, 20 de 3 époques, et 10 de 2 époques, donc de 2 minutes. Finalement, le patient, il dort pendant 65 minutes, mais par bout de 2 minutes ou d'1 minute, donc c'est très court. Je ne pense pas que ça soit très restaurateur. Par contre, cet épisode-là de 18 minutes, il faut le quantifier. Et donc, effectivement, on s'est amusé à mesurer sur l'hypnogramme, donc c'est une analyse de l'hypnogramme, le pourcentage d'épisodes de sommeil qui durait plus de 10 minutes. Et donc, on a repris une étude chez laquelle on avait demandé, donc ça c'était à Poitiers, on avait demandé aux patients de scorer de 0 à 10 la qualité de leur sommeil. Et on s'aperçoit qu'effectivement, cette méthode de mesure, elle n'est pas si mauvaise que ça, puisque les patients qui ont une continuité très importante, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps dans des longs épisodes de sommeil, eh bien, ils sont plutôt satisfaits de leur sommeil, alors que les patients qui dorment par très peu de bouts de plus de 10 minutes, eh bien, ils ne sont pas très contents. Le lendemain, ils disent qu'ils n'ont pas bien dormi. Donc là, j'étais assez content. Je reviens voir mes amis réanimateurs. Je leur dis, voilà, là maintenant, je sais ce que je fais, on va pouvoir quantifier les choses, on va bien pouvoir travailler. Alors, dans les années 2012-2014, donc là on est arrivé à Poitiers avec Arnaud, on était à Créteil, on a migré tous les deux à Poitiers. Les réanimateurs avaient un problème, notamment pour sevrer les patients. Vous savez que quand il y a un SDRA, ils intubent les patients, ils les sédatent, et puis ils essaient de les désédater le plus vite possible et de retirer le tube. Et pour ça, ils font ce qu'on appelle des tests de respiration spontanée. C'est-à-dire qu'ils débranchent la machine pendant 1 heure, ils regardent comment le patient respire. S'il tient, eh bien, l'après-midi, ils retirent le tube. S'il ne tient pas, ils remettent le tube. S'il ne tient pas, c'est-à-dire s'il désature, s'il devient tachycarde, il y a pas de choses comme ça. Et donc là, on s'est dit, effectivement, sur ces quelques jours de sevrage dit difficile, eh bien, on va peut-être trouver une corrélation entre le sommeil et les difficultés de sevrage. Effectivement, c'est ce qui est montré sur cette diapo. Vous avez ici
les gens qui ont un sommeil atypique, eh bien, vous voyez que par exemple, à 2 jours, donc ça c'est la probabilité d'être encore sous assistance respiratoire, 2 jours après le début du sevrage, il y en a 70% qui sont encore avec leur machine, alors que les patients qui ont un EEG normal, ils ne sont pas un hypnogramme normal, ils ont un EEG de sommeil normal, eh bien, il y en a 20% qui sont encore sous ventilateur, 80% qui ne sont plus sous machine. Donc là, j'étais assez content. On s'était dit, bah voilà, finalement, il y a un rôle du sommeil en réanimation. On a été suivi par d'autres équipes, notamment américaines, avec Laurent Brochard ici, qui montraient des résultats tout à fait similaires. La présence de sommeil atypique, quand on le voit, quand on sait le trouver, quand on sait le repérer, eh bien, effectivement, c'est associé à une mortalité excessive pour les patients de réanimation. Il y a des études norvégiennes, américaines. Et puis, la continuité du sommeil semble aussi intéressant à étudier. Alors, là, je me suis dit, bah, finalement, je retourne vers mes amis réanimateurs, je dis, bah, c'est super, là, vraiment, il faut qu'on continue à faire du sommeil en réanimation, tout ça. Et là, les réanimateurs me disent, oui, enfin, tu sais, ça, c'est quand même des études, c'est que des études d'association. C'est-à-dire que, voilà, le pouvoir causal, la relation causale, elle n'est pas énorme. Ils me disent, voilà, peut-être que ces patients qui ont un sommeil atypique, d'abord, on ne sait pas bien d'où ça vient, peut-être qu'ils sont plus vieux, peut-être qu'ils ont eu plus de sédation, peut-être qu'ils ont été plus ventilés plus longtemps. Bon, t'emballe pas trop, mon petit Drouot, continue à chercher. Il dit, par exemple, Arnautier, je me souviens, il m'a dit, mais moi, le lendemain d'une garde, j'ai pas dormi de la nuit, je suis pas essoufflé. Hein. Donc on a été chez les volontaires sains pour convaincre nos amis réanimateurs. On a pris des volontaires sains, c'était tous des hommes, et on leur a répliqué chez eux, on a mimé un test de sevrage, donc un test de respiration spontanée. On leur a mis un masque, une contrainte inspiratoire, et on les a examinés comme ça. Donc quand ils avaient bien dormi, globalement, ils arrivaient à tenir à peu près 60 minutes en respirant. Ils respiraient un petit peu comme ils voulaient. Et on a fait la même chose après une nuit sans sommeil. Et là, la plupart des gens, au bout de 30 minutes, ils arrachaient le masque, ils disaient « j'en peux plus ». Donc c'était combiné avec des anomalies électroencéphalographiques, les potentiels prémoteurs qui mesurent la commande inspiratoire, qui étaient aussi effondrés. Donc là, vraiment, on s'était dit, effectivement, des volontaires sains qui ne dorment pas, ils ont une endurance diminuée, ça va emballer les réanimateurs. Alors, pour enfoncer le clou, on a été chez le rongeur quand même, pour être sûr, ne pas perdre trop de temps. On a fait la même chose chez le rongeur, on a privé de sommeil des rongeurs, on a fait exactement la même chose, on les a empêchés de respirer pendant quelques minutes, et on a trouvé qu'effectivement, les rats normaux duraient 33 minutes, et les rats privés de sommeil duraient 8 minutes. Donc, comment faire pour améliorer le sommeil ? On peut faire en sorte de diminuer la lumière la nuit, on peut faire des temps calmes, mais ces temps calmes qui étaient faits de minuit à 4 heures du matin étaient pas très, très efficaces. Ça diminuait le bruit, le nombre de pics, mais ça n'améliorait pas beaucoup le sommeil, en particulier. Alors ça améliorait l'anxiété, mais pas forcément le sommeil. Donc on a mis au point un algorithme d'analyse automatique du sommeil qui était destiné à repérer les épisodes les plus restaurateurs. Hein. C'est ceux-là, sur le truc, ceux qui durent plus de 10 minutes. Vous avez ici le résultat, avec une sensibilité très forte, mais ça on l'a fait. Et puis on a construit un petit polysomnographe, un mini polysomnographe. Alors on a monté une start-up évidemment, parce que le biomédical de l'hôpital était complètement dépassé, là il ne pouvait pas nous aider. Et donc on a produit ce petit dispositif ici, qui est un enregistreur monovoix qui fonctionne en temps réel. Donc ça analyse automatiquement le sommeil en temps réel, et ça transmet l'information, dors pas, d'une forme tout à fait simple, sur une tablette par Bluetooth qui est positionnée à l'entrée du sommeil, à l'entrée de la porte de réanimation, et qui, voilà, ça, quand le patient dort, c'est bleu, quand le patient ne dort pas, c'est un smiley jaune. Et donc là, l'étude est en cours à Poitiers, on fait une étude avant-après, on a bon espoir d'améliorer, de transformer les petits épisodes de 2 minutes de sommeil dans des épisodes un peu plus longs, de 40 à 50 minutes pour sauver les patients. Donc finalement, toutes ces contraintes, elles nous ont pas mal aidés. Elles nous ont permis, on a été obligé de les contourner, et donc on a modifié notre façon de faire, on a trouvé d'autres outils, on a changé notre marteau, on a levé des verrous scientifiques, technologiques. Maintenant, on peut enregistrer, le monitoring du sommeil en réa est possible, c'est disponible, le petit dispositif est disponible. On peut faire donc des études multicentriques, on va même pouvoir faire des études interventionnelles comme celles qu'on est en train de conduire. Alors il nous manque quand même pour l'avenir les rythmes circadiens, on l'a bien vu, c'est très important dans des conditions un petit peu hors normes, et pour ça on va utiliser le dispositif de SomnoArt, là, qui est un petit bracelet qui mesure le pouls et l'actimétrie, et grâce à ces deux signaux, ils arrivent à très très bien corréler et détecter les endormissements, même s'ils sont courts.
Et donc on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a sur les rythmes circadiens sur ces patients. Et puis, pour vous faire venir à Poitiers, on a ramené le Machu Picchu, on a une chambre hypoxique, qui peut monter très très haut, et d'ailleurs on collabore avec les gens de Grenoble évidemment, mais on va pouvoir essayer de recréer, vous avez vu qu'on a même mis un vieux ventilateur de réa dans cette chambre-là, on va essayer de reconstituer l'environnement de réanimation, parce que finalement ce que nous on a fait, c'est qu'on a fait la privation de sommeil totale. C'est pas exactement ce que subissent les patients, et donc on ne connaît pas bien le rôle du bruit, le rôle de l'activation autonomique par exemple, le rôle de l'hypoxie. J'ai découvert qu'effectivement même il pouvait y avoir des petites modifications cognitives liées à l'hypoxie. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour essayer de mieux comprendre les désordres du sommeil et le trou du sommeil. Évidemment, tout ça c'est pas fait tout seul, c'est fait à l'ancienne équipe de Créteil et la nouvelle équipe de Poitiers. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à toi, merci Xavier, c'est vraiment passionnant. Et tu as fait beaucoup de travaux pour justement essayer de comprendre l'importance du sommeil aux soins intensifs. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore le temps peut-être pour 1-2 questions. Est-ce que tu vois une évolution justement depuis que tu as commencé à t'intéresser au sommeil aux soins intensifs, des collègues, des équipes? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'importance du sommeil? Oui, absolument. Ouais. Ils commencent à prendre conscience. Alors c'est surtout les infirmières de nuit. Nous, quand on va voir les infirmières de nuit et qu'on présente les résultats et qu'on leur demande si elles ont envie de travailler là-dessus, elles disent « Ah oui, parce que nous, on voit bien. Le patient qui dort pas bien, donc les infirmières de nuit, elles savent que le patient qui dort pas bien, on va le retrouver la nuit précédente, il va rester, il va pas être bien, il va délirer, ça va pas... Les infirmières, oui. Les docteurs, c'est encore un peu plus compliqué, mais les infirmières sont complètement acquises à la cause. En tout cas, c'est un message à faire passer. Bien, merci. Il reste une question. Damien. Encore une question, dernière question. Dernière question, c'est pour faire le lien peut-être avec les autres. Tu n'as pas du tout parlé de la température, elle est monitorée toute Alors, c'est compliqué de mesurer la température. On l'a jamais fait. Le problème, c'est que si on fait avaler une gélule, alors il y a peut-être d'autres dispositifs maintenant, mais si on fait avaler une gélule au patient et qu'il doit filer à l'IRM, on est mal. Donc on doit pouvoir essayer avec la température cutanée. C'est une excellente idée. Il y a des gens qui ont montré qu'effectivement, globalement, c'était pas bien organisé. Et quand c'était pas bien organisé, le patient était plus grave et que ça se finissait plus mal. D'accord. Merci, je vous propose qu'on clôture ce symposium sur les environnements extrêmes. Je pense que vous avez tous pu apprendre des choses qui seront aussi utiles pour les patients. L'environnement extrême, souvent quand on travaille sur cette thématique, on passe un peu pour un fou, mais l'environnement extrême, c'est aussi utile pour vos malades, qui sont des patients finalement affaiblis, mais qui seront soumis à moindre mesure à ces variations de l'environnement. Et je crois que grâce aux très bonnes présentations qu'on a eues, on pourra modifier notre pratique d'exposition à la lumière, la chaleur, et puis pour vos patients qui iront en altitude, on a quelques pistes pour adapter leur traitement, ou en tout cas leur séjour dans ces environnements particuliers. Et je vous remercie.